Bonjour à toutes et à tous. Comme l'a dit Madame Folly, je suis le docteur Breuer, je suis gynécologue obstétricien à la maternité de Saint-Laurent-du-Maroni. Je suis également anténataliste, c'est-à-dire que je m'occupe en partie du diagnostic anténatal en compagnie du docteur Lambert et du docteur Achini qui m'ont largement aidé dans cette étude. Donc aujourd'hui, c'est avec plaisir que je vais vous parler tout d'abord de grossesse, de pathologies fétales sévères et également de complications obstétricales. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, le diagnostic anténatal dans l'ouest de la Guyane, qu'est-ce que c'est ? Sur déjà une dizaine d'années, on a eu 35 000 naissances, ce qui est quand même assez conséquent, avec un peu plus de 7 000 suivis en diagnostic anténatal, ce qui représente environ 20% des grossesses suivies. Alors, c'est un nombre assez conséquent pour le suivi de diagnostic anténatal et c'est en partie expliqué par une prévalence des pathologies fétales sévères qui sont au moins aussi importantes, si ce n'est plus, par rapport au reste du monde, des séries des restes du monde et des séries de France métropolitaine. La deuxième particularité dans l'ouest de la Guyane, c'est la place qu'a l'interruption médicale de grossesse dans les prises en charge de diagnostic anténatal. Là, on voit en comparant les séries que les patientes dans l'ouest de la Guyane ont 2 fois moins recours à l'interruption médicale de grossesse que les patientes en France métropolitaine ou les patientes dans le reste du monde. Donc en bleu, ce sont les chiffres du CHOG. Et si on prend par exemple l'exemple de la trisomie 18, c'est une série de la PHP, il me semble, de Necker, où ils ont répertorié environ 78% de demandes d'IMG en cas de trisomie 18, alors qu'au CHOG, on est plutôt aux alentours de 30%. Donc, de quelle pathologie fétale sévère on parle ? On va faire assez simple, on parle des plus sévères. C'est-à-dire, on parle des pathologies fétales pour lesquelles on n'attend pas de pronostic néonatal à la naissance, c'est-à-dire des bébés qui ne sont pas viables. Alors tout cela, bien évidemment, c'est expertisé en anténatal par un centre de référence, CPDPN, et ce sont aussi des pathologies pour lesquelles des complications obstétricales sont attendues à la naissance, du fait de la condition fétale. Là, je prends l'exemple, par exemple, de ce fœtus, qui est polymalformé, qui présente un dysraphisme, donc c'est une ouverture au niveau de la colonne vertébrale, qui est responsable de ce qu'on appelle une hydrocéphalie majeure, c'est-à-dire la tête qui se remplit d'eau à la place du cerveau. Ceci est responsable d'une macrocranie sévère, c'est-à-dire une augmentation du pourtour de la boîte crânienne. Là, on remarque sur cette échographie qu'à 7 mois de grossesse, le plus grand diamètre cérébral mesure déjà 12 cm. Voilà, je ne pense pas qu'il y ait besoin d'avoir fait de grandes études pour comprendre qu'une tête qui mesure 12 cm va avoir du mal à passer dans un bassin qu'en mesure 10. Un autre exemple de pathologie fétale sévère, là vous remarquez un profil au niveau de l'échographie et on se rend compte qu'au niveau du front, il y a une interruption au niveau de la boîte crânienne. Ce n'est pas un bug au niveau de l'échographie. Effectivement, ce bébé, malheureusement, il n'a pas de crâne. C'est ce qu'on appelle la séquence d'acranie anencéphalie. C'est une situation qui peut inquiéter en salle de naissance parce que du fait de l'absence de crâne pour servir d'appui sur le col, on aurait tendance à penser que ça pourrait conduire à un accouchement dystocique par du fait d'une non-ouverture du col de la patiente. Donc tout ça, ça amène à des situations complexes qui peuvent être source d'anxiété pour les équipes médicales, et notamment lors de la consultation d'annonce diagnostique. Pour illustrer ce propos, je vous ai mis l'exemple d'un compte-rendu que j'ai recueilli lors du travail. Donc, c'est un compte-rendu qui reprend les dires de la patiente lors de la consultation. Donc, Dixit, information de la patiente, elle a compris qu'il y avait un problème avec la tête et qu'il fallait arrêter la grossesse. Je ne suis pas sûr que ça soit l'information la plus adaptée à délivrer au moment du diagnostic à une patiente qui a ce type de problème. Donc, la seconde chose qui peut amener à cette situation complexe, c'est le fait que parfois les choix et les convictions de la patiente s'opposent aux recommandations médicales, donc du centre CPDPN concernant le pronostic néonatal, et également les représentations du corps médical. Tout cela, ça illustre un dilemme entre le principe d'autonomie de la patiente qui est de son droit de pouvoir disposer de son corps comme elle le souhaite, et également du principe de bienfaisance du médecin qui, lui, ne veut pas exposer sa patiente à des complications obstétricales qui seraient attendues. Donc là, vous l'avez compris, la problématique, elle est liée à plusieurs choses. Les pathologies fétales sévères à risque de complications obstétricales qui sont a priori attendues, une tendance statistique guyanaise à ne pas se tourner vers l'IMG, peu de connaissances décrites sur le devenir des grossesses qui sont poursuivies,
Et tout ça s'inscrit dans des situations complexes impliquant le dilemme dont je viens de vous parler. Donc l'objectif de notre étude, ça a été d'étudier le devenir de ces grossesses impliquant une pathologie fœtale sévère, du coup dans l'ouest de la Guyane, afin de fournir une information médicale la plus objective possible au moment du diagnostic, notamment concernant le déroulé de ces grossesses et concernant l'accouchement, afin d'optimiser le suivi de grossesse de ces patientes en réduisant les situations à risque de morbidité maternelle, tout en respectant le principe d'autonomie des patientes. Pour ce qui est du design de l'étude, je vais passer vite dessus. C'est une étude très classique, rétrospective, réalisée sur 10 ans à la maternité du CHOG. Le critère d'inclusion, ce sont les grossesses impliquant des pathologies fœtales sévères. Donc, je vous passe la liste. Et dont le pronostic néonatal a été expertisé en anténatal en RCP-CPDPN et qui ont validé la possibilité d'une IMG pour motif fœtal. Les critères d'exclusion, c'était lorsque le diagnostic est fait en postnatal. Les IMG pour motif maternel, parce que ce n'est pas ce qui nous concerne aujourd'hui. Les grossesses gémellaires, parce qu'ils ont leur lot de complications obstétricales et on ne voulait pas créer de biais. Et également lorsqu'on n'a pas réussi à obtenir les informations, notamment les perdus de vue. Donc avec ça, on a réussi à inclure 110 patientes. On en a mis 54 dans un groupe de patientes ayant réalisé l'IMG, c'est le MTOP group, et 56 pour les patientes qui ont décidé de conserver leur grossesse. On a réalisé une première étude univariée pour analyser la survenue de complications maternelles et pour analyser également les facteurs de risque associés à cette survenue de complications. Et secondairement, on a fait une étude multivariée pour rechercher les facteurs associés à la prise de décision en faveur d'une IMG ou non. Donc, je vous passe un peu les caractéristiques des patientes. Je pense qu'ici, la plupart des personnes travaillent avec la population guyanaise. On sait que ce sont des patientes jeunes, qui sont souvent de grandes multipares, qui ont plus tendance à avoir des diabètes, qui ont plus tendance à avoir de l'hypertension. Là, les données qui vont nous intéresser dans la caractéristique des patientes, c'est déjà de voir que le premier suivi de grossesse, la première consultation du suivi de grossesse, elle est faite en moyenne à 16 semaines d'aménorrhée. Ça représente le 4e mois de grossesse, c'est très tard. Et également, le terme du diagnostic, il est fait en moyenne à 22 semaines d'aménorrhée. 22 semaines d'aménorrhée, ça fait 5 mois de grossesse, ce qui fait très tard aussi, et déjà ça suscite une première question, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé entre le mois où elle a commencé sa grossesse et le mois où on a fait le diagnostic. Car je vous rappelle, ce sont des pathologies quand même très sévères et il suffit de poser une sonde d'échographie sur le ventre pour se rendre compte qu'il y a un problème. Donc pour ce qui est des résultats, je vous ai mis en orange le groupe des patientes ayant poursuivi leur grossesse, et en bleu le groupe des patientes ayant réalisé une IMG. Donc ça, ce sont les complications qui ont été retrouvées dans chaque groupe. La première chose qu'on voit, c'est qu'il y a déjà eu beaucoup plus de complications chez les patientes ayant décidé de poursuivre leur grossesse. Mais ce qui va nous intéresser ici, ce sont les complications qui sont revenues statistiquement significatives. Et pour le coup, il y a 3 données qui sont revenues. D'une part, la réalisation de césarienne. En deuxième, hémorragie de la délivrance sévère supérieure à 1 litre. Et en troisième, admission en unité de soins intensifs maternels. Pour ce qui est de la recherche des facteurs de risque, du coup, on s'est surtout intéressé à la réalisation de césarienne. Déjà, la première chose, c'est de se rendre compte que les complications, on va dire, qui sont liées à la condition fœtale, ce que je vous ai parlé juste avant, c'est-à-dire le fait que le bébé puisse avoir une grosse tête, le fait qu'il puisse ne pas avoir de crâne, le fait qu'il puisse ne pas y avoir de liquide, etc. Mais au final, lorsque ces complications elles sont prises en charge, on se rend compte qu'elles ne sont pas associées à une réalisation de césarienne. Ça, c'est déjà une très bonne chose. Par contre, ce qu'on remarque, c'est que le plan de naissance qui est envisagé par la patiente au moment du diagnostic, lui, il influe fortement sur la réalisation d'une césarienne. C'est-à-dire que si la patiente elle décide d'avoir une prise en charge active pour son fœtus, alors que je vous le rappelle, on lui a bien expliqué a priori qu'il n'y avait pas de pronostic néonatal attendu, on se retrouve à 70% de césarienne, ce qui est quand même énorme. Et à l'inverse, lorsque la patiente s'inscrit dans le cadre d'organisation de soins palliatifs, on se rend compte que sur 26 patientes, il n'y en a qu'une seule qui a eu une césarienne. Je vous ai mis ce petit tableau pour aussi rappeler qu'une patiente qui décide de continuer sa grossesse, elle s'expose à des complications obstétricales indépendamment du fait de la pathologie fœtale. C'est-à-dire que dans le groupe de patientes qui ont continué leur grossesse, la moitié ont eu des complications type anémie, rupture prématurée des membranes, infection intra-utérine, diabète gestationnel, prééclampsie, HTA, etc. Je ne vous ai pas mis toutes les complications non plus. Cette diapositive-là, je vais peut-être passer un petit peu plus de temps, c'est pour décrire l'évolution naturelle des grossesses qui sont poursuivies avec une pathologie fœtale sévère
À droite, vous avez toutes les patientes confondues à Saint-Laurent-du-Maroni. C'est-à-dire, on considère qu'une grossesse arrive à terme lorsqu'on a 9 mois de grossesse ou 41 semaines d'aménorrhée. Donc sur le tableau de droite, toutes grossesses confondues, on se rend compte que 100% des patientes arrivent jusqu'à 39-40 semaines d'aménorrhée et d'un coup, toutes les patientes accouchent. Donc du coup, maintenant, on va regarder le diagramme de gauche. En rouge, c'est les IMG, donc ce n'est pas ce qui va nous intéresser le plus, mais la courbe de droite, elle représente du coup les grossesses qui ont été poursuivies avec une pathologie fœtale sévère. Et là, ce qu'on se rend compte, c'est qu'au seuil de prématurité, qui, je le rappelle, est à 37 semaines, donc un mois avant le terme, on a déjà 50% des patientes qui ont accouché. Donc l'évolution naturelle au final de ces grossesses, c'est déjà de se diriger vers un accouchement prématuré. En plus de ça, on a remarqué dans cette étude que 50% de ces grossesses aboutissent naturellement vers une mort fœtale in utero. Et aussi pour les naissances qu'il y a eu, 80% des nouveau-nés décèdent dans les 3 premiers jours de vie. Donc maintenant, j'aimerais vous parler un petit peu, discuter un peu des résultats et notamment du taux de césarienne. Donc le taux de césarienne dans notre étude, il est de 17%. C'est un taux qui est similaire au taux de césarienne qu'il y a en France métropolitaine ou alors dans le reste on va dire dans le reste du monde. Mais je pense que la question qu'il faut se poser, c'est dans quelles conditions habituellement on propose une césarienne à une patiente. On propose une césarienne à une patiente parce qu'on attend une amélioration du pronostic néonatal. C'est-à-dire, quand on va proposer la césarienne à la patiente, on va lui expliquer qu'on prend un risque pour elle. Je vous ai détaillé un peu la liste qui n'est pas exhaustive de toutes les complications qu'une césarienne peut causer à une patiente, versus, en fait, on va améliorer la condition de votre bébé. Mais sauf que là, on n'est pas dans ce cadre-là. Pour rappel, ici, il n'y a pas de pronostic néonatal attendu à la naissance. Donc en fait, on prend le risque de proposer une césarienne, ou du moins c'est la patiente qui le souhaite, toute cette liste de complications au seul profit des convictions et choix de la patiente. Alors vous allez me dire, c'est peut-être ce qu'il y a de plus important, et je suis d'accord avec vous, mais c'est pour vous illustrer aussi un peu ce non-sens obstétrical de proposer ce type de césarienne à nos patientes. Et je peux vous assurer que lorsqu'on est amené en tant qu'obstétricien à réaliser ce genre de césarienne, on y repense après. Donc tout ça, ça décrit pour moi vraiment parfaitement le dilemme entre le principe de non-malfaisance du médecin, qui a pour but de ne pas causer du mal à sa patiente, et celui du principe d'autonomie de la patiente, qui veut à tout prix disposer de son corps comme elle le souhaite. Ça aussi questionne le paternalisme dans ce type de prise en charge, parce qu'on pourrait définir sous quelles conditions pouvons-nous et devrions-nous nous protéger les autres, lorsque même se font du tort. C'est d'autant plus frustrant car, comme je vous le rappelle, lorsque la patiente, au final, elle a bien intégré l'information concernant le pronostic néonatal et qu'elle s'inscrit dans l'organisation de soins palliatifs, on réduit drastiquement le risque de césarienne pour ces patientes. Alors que lorsqu'elles souhaitent une prise en charge active pour leur fœtus, qui, comme je vous le rappelle, n'a pas de pronostic néonatal, au final, on est à un taux de 70% de césarienne, donc de risque de complications maternelles surajoutées. Donc, est-ce qu'il y a un déni de diagnostic? Est-ce que l'information a bien été donnée au moment du diagnostic? C'est un peu toutes les questions que cela suscite. Pour ce qui est des résultats de l'étude multivariée, donc je vous le rappelle, c'était la recherche des facteurs de risque associés à la prise d'une décision en faveur d'une IMG ou non. On remarque que les patientes qui ont été suivies avant 14 semaines d'aménorrhée, donc très précocement, elles ont plus tendance à se diriger vers l'IMG que les autres. Alors, est-ce qu'il y a une meilleure assimilation de l'information concernant le pronostic néonatal ou on a pu en discuter avec les médiateurs culturels du service. Une des pistes serait, je mets des guillemets, que les patientes en fait, sont plus à même de disposer d'intervenir sur la grossesse lorsque celle-ci n'est pas encore visible. Et qu'une fois que la grossesse est visible, donc à un terme plus avancé, elle est visible pour l'entourage, pour les proches, il est plus difficile d'intervenir sur la grossesse du fait de la pression sociale et familiale. Donc voilà, je mets des guillemets là-dessus. Donc une solution pour améliorer en tout cas l'aide à la prise de décision de ces patientes, ça serait d'améliorer, je ne vais pas dire de créer une offre de soins parce qu'il y en a déjà une, mais en tout cas d'améliorer une offre de soins de proximité pour améliorer cette aide à la décision. Donc là, je vous ai résumé les principaux résultats, c'est si jamais quelqu'un veut récupérer le diapo. Et pour conclure, en cas de pathologie fœtale sévère, une attitude conservatrice vis-à-vis de la grossesse est associée à une augmentation du taux de césarienne, et d'autant plus en cas de difficulté à établir le projet de naissance. Donc, comme je vous l'ai dit, rupture de suivi, hésitation, souhait d'une prise en charge active pour un fœtus en l'absence de pronostic fœtal, et également en cas de suivi tardif de la grossesse. Donc, comme je vous l'ai dit, un axe pour améliorer cette aide à la prise de décision, ça serait de
favoriser l'aller vers dans les centres et de proposer une offre de proximité. Donc c'est déjà ce qui est fait via les missions gynécologiques qui sont faites dans les CDPS, via même, moi je parle de Saint-Laurent vu que c'est là-bas que je travaille, le centre de PMI, le CGID, etc. C'est déjà ce qu'ils font, mais peut-être encore essayer d'encore améliorer ces choses-là. Et bien évidemment, la médiation en santé et l'entretien psychologique tiennent un rôle central dans ces prises en charge. J'aurais pu plus vous en parler, mais malheureusement, je crois que je gratte déjà un peu sur mon temps de parole. Donc pour terminer, j'aimerais remettre un peu l'église au centre du village et se rappeler qu'il y a une différence entre ce que l'on peut faire en médecine et ce que l'on doit faire, et se rappeler que notre place, elle est avant tout au service de nos patientes. Voilà, je vous remercie.